Donc, bonjour à tous, bienvenue sur le Méridional, l'après-match. L'après-match, on va revenir sur un match sur l'OGC Nice face à l'Olympique de Marseille dans cette troisième journée de Ligue 1 qui a malheureusement été entachée par un événement dramatique qui a conduit à l'arrêt du match et à un retour des joueurs de l'Olympique de Marseille plutôt que prévu. C'est un match pas comme les autres, Fabrice et José, aujourd'hui. J'ai envie de vous poser la question chacun sur c'est quoi votre ressenti après cette soirée cauchemardesque? D'un point de vue Ben, sur la soirée, sur ce qui s'est passé hier soir. Après, on viendra parler du jeu, mais en amont, quand même, on ne peut pas commencer à parler du jeu sans parler de ce qui s'est passé hier soir qui dépasse un petit peu le sport et qui nous dépasse un peu tous aujourd'hui. Oui, complètement. Je pense qu'on se serait bien passé de voir ces images-là. Lors de tous les coups de pied arrêtés en première période, les tireurs subissaient des jets de bouteilles. Donc, je pense que dans un premier temps, le corps arbitral aurait dû lancer un cri d'alerte et un avertissement de manière à ce qu'on n'arrive pas à ces débordements en fin de match. C'est toujours facile après coup de dire ce qu'on aurait pu faire, mais ça en va de leur rôle de garantir la sécurité au même titre que les Niçois, que le club dans leur organisation. C'est le rôle des arbitres de garantir la sécurité des joueurs. Donc, dans un premier temps, je pense qu'ils auraient pu déjà prévenir. José, Et toi, vas-y. José, toi, dans ta carrière journalistique, est-ce que ça t'est déjà arrivé de couvrir ce genre d'événement-là sur un match professionnel en Ligue 1, arrêté de cette manière-là, avec un envahissement du terrain et avec un arrêt du match? Oui, OM Angoulême, je me rappelle très bien, à Marseille, au stade Vélodrome. J'ai été, moi, en tribune Gannet, tu vois, donc supporter, simple. Hein. Ouais. Et je me souviens qu'il y avait un tel engouement pour ce match. Pourtant, Angoulême, c'est quand même pas Paris, c'est pas Saint-Étienne, c'est pas Bordeaux, tu vois. Eh bien, Angoulême, à Marseille, il y avait 40 000 personnes. Et à l'époque, si tu veux, c'était l'ancien stade, il n'y avait pas la place. Il n'y avait pas la place de les recevoir. Ils avaient débordé non seulement sur le terrain, mais quasiment, il y en avait je dirais plusieurs centaines à l'intérieur de la touche. Tu vois, ils avaient débordé. C'était injouable. Eh bien, ça s'est joué. Ça s'est joué comme ça, dans des conditions draconiennes. L'arbitre, je ne sais pas si c'était pas M. Gourtz à l'époque, un type, tu sais, assez carré. Et Ouais. il avait fait en sorte que tout le monde tienne bien la route et le match s'était terminé correctement. Donc, il peut y avoir à Marseille des accès de fièvre, mais aussi des gens qui se tiennent correctement, même quasiment en étant quasiment sur le terrain. Tu vois, j'ai ce souvenir extraordinaire. J'ai des souvenirs de matchs OM Bordeaux très violents, des matchs OM Saint-Étienne très violents, avec quasiment des bombes agricoles, tu vois, Agricole sur le terrain, c'est vrai qui que faisaient peur à toutes les familles. Non, non, mais attention, on a vu des bagarres générales aussi dans les virages, très souvent. Donc Marseille est coutumier du fait. Mais maintenant, il y a une telle réglementation, si tu veux, que ce qui s'est passé hier soir à Nice, euh, c'est totalement inadmissible. Totalement inadmissible. Mais d'ailleurs, il a raison, Huard, de le souligner. Rivière est revenu effectivement sur ses premières déclarations, le président de Nice, et il a dit, comme nous, il dit c'est inadmissible. Ces gens-là doivent être sanctionnés sévèrement. C'est tout. Maintenant, ce que je veux dire, moi, et là je m'avance peut-être un peu, c'est qu'il faut penser à préserver l'ordre public à Nice, mais aussi à Marseille. Est-ce que tu imagines, Bilal, aujourd'hui, si Nice, l'OGC Nice, vient à Marseille avec un car, est-ce que tu penses que le car va pouvoir franchir la barrière de Toulon pour arriver à Marseille? Moi, ah je te non, dis que le car, il n'arrive même pas à Toulon. Tu vois. là, il y a une vraie question qui se pose, c'est quelles vont être les directives juridiques? Ben, les sanctions vont apaiser les choses dans la mesure où on retrouve les gens qui se sont livrés à des violences des deux côtés. Parce qu'il y a quand même dans le staff de l'OM, je ne dirais pas qui, mais Ah oui, il y a quelqu'un un qui s'est adjoint qui permis risque de donner des de coups. prendre énormément. Voilà, tu l'as vu comme moi. Donc, je pense qu'il doit être également sanctionné. Mais il faut que ça soit proportionnel, si tu veux, à la violence que tout le monde a vue. C'est-à-dire que la tribune en question doit être interdite à ces ultra-niçois qui ont jeté des bouteilles. Ce n'est pas possible. La réaction
peut-être impulsive, certainement impulsive de Payet, moi je la comprends. Tous les joueurs de football la comprennent. C'est-à-dire qu'il reçoit un projectile, il le renvoie. C'était plus fort que lui, il ne pouvait pas faire autrement. Donc à partir de là, ça a dégénéré dans tous les sens. Et je dis que les stadiers sont responsables. Le public ne doit pas pouvoir envahir le terrain. Les bouteilles ne doivent pas pouvoir atterrir sur le terrain grâce à des filets qui n'ont jamais été installés à Nice. Apparemment, sur ça, là-dessus, le président Rivière s'est exprimé il y a quelques minutes de ça, en précisant que ça fait plus de 2 ans qu'il demandait la mise en place des filets parce que le terrain n'appartient pas au club l'OGC Nice. Donc, c'est un peu un PPP comme sur Marseille. Et que clairement, ça n'avait pas encore été mis en place et c'était une demande de la part du club de Nice. Alors, la dernière chose que je veux dire, Bilal, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi et si l'entraîneur qui est avec nous, Huart, qui est un bon connaisseur du football, pourra me rejoindre sur ce point. Je pense qu'on vit l'après-Covid. On vit un après-Covid explosif. Je ne sais pas si tu ressens cette fébrilité qu'on ressent à Marseille. Je ne parle pas des règlements de compte, je ne parle pas de ce qui se passe dans certaines cités. Je te dis simplement, dans la vie quotidienne, on voit des actes d'incivilité qu'on ne voyait pas naguère, d'accord? C'est-à-dire des gens sont les nerfs à fleur de peau, comme s'ils avaient été privés de liberté trop longtemps. C'est un peu le cas aussi, tu comprends? Et ils sont comme s'ils étaient frustrés, en quelque sorte, et ils ont beaucoup de frustration à libérer. Et c'est ce que j'ai ressenti hier soir, malheureusement, contre Marseille et de la part des Niçois. Et ces scènes de violence doivent cesser. Et si j'étais responsable du football aujourd'hui, je serais impitoyable, mais impitoyable, avec ceux qui ont gâché cette soirée de sport. Oui, mais c'est intéressant ce que tu précises. Dimeco, il y a quelques minutes, parlait d'une thérapie nationale dont avait besoin l'ensemble du peuple français qui ont vécu ce Covid-là et les réactions post-Covid. Il ne faut pas oublier que les supporters aujourd'hui, on va dire que le milieu est quand même de moins en moins hooliganisé. Ça fait des années quand même qu'on est sorti de ce monde-là avec des agressions en dehors des terrains, même si on le voit parfois lors des grandes compétitions internationales. En Ligue 1, on n'est pas habitué à voir ce genre de scène finalement ça fait des années qu'on n'a plus vu ça en Ligue 1 où des joueurs se sont fait agresser. Ce n'est pas simplement des supporters entre eux ou des règlements de compte entre supporters. Là, c'est des supporters qui rentrent sur le terrain et qui ont agressé des joueurs. Donc, comme tu dis, les sanctions vont être visibles en France, en Europe et dans le monde. Donc là, il y a un projecteur qui est braqué sur les instances françaises. Et aussi bien l'OM, l'OGC Nice, le foot français et tous les acteurs sont concernés par l'événement qui s'est passé hier soir. Oui, donc des sanctions à venir, mais aussi prévoir, je ne sais pas, Bilal, si tu seras d'accord avec moi, des réunions bipartites entre les ultra-marseillais, les winners, les ultra-niçois de l'OGC Nice, pour qu'ils s'expliquent, que certains regrettent, qu'ils disent chacun ce qu'ils ont à dire, pour éviter toute représailles possible lors du match retour. Tu vois, il ne faut pas qu'il y ait de non-dits. Il faut que ces gens se rencontrent à plusieurs reprises avec les entraîneurs, avec les présidents qui ont failli se mettre sur la figure dans les tribunes au passage. C'est incroyable l'histoire là. Le président de Nice c'est fou. Que la femme de Rivière avait mis la main sur Longoria et que Longoria avait mal réagi face à ça et s'était monté très haut dans les tours. Fabrice, toi qui as l'habitude des terrains amateurs et qui coach depuis un peu plus de 20 ans, dans le monde amateur, malheureusement, on est habitué à ce type d'événement. Ça arrive quand même plusieurs fois par an, dans certains endroits, d'être envahi par des supporters et des matchs qui peuvent mal se tourner. Mais au niveau professionnel, Fabrice, est-ce que c'est des choses que tu peux cautionner ? Non, bien entendu, je vous rejoins sur tout ce qui a été dit précédemment. On ne peut pas cautionner ce qu'on a vu. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est tout de même une poignée de supporters. Si on peut appeler ça des supporters, c'est une cinquantaine de personnes qui ont envahi le terrain. Donc là, aujourd'hui, avec les moyens qui sont
mis à notre disposition, c'est-à-dire toutes les caméras, on peut très facilement identifier ces personnes et prendre des sanctions adéquates de manière à faire réfléchir d'autres supporters qui pourraient un jour vouloir faire la même chose. Donc je pense que les sanctions, il faut qu'elles soient fortes pour chaque individu qui est rentré sur le terrain. On peut pas tolérer ces agissements. Donc voilà, c'est vraiment. Fabrice, Je pense également qu'il faut une unité entre les clubs, que les clubs, nice, le club de Nice, le club de Marseille, eux par contre, qui pratiquent le même sport, qui se rencontrent régulièrement, sont des personnes intelligentes qui, eux, fassent front face à cette bêtise et restent unis. Et là, je pense que le volte-face du président Rivière va dans ce sens-là, où avec son nouveau tweet, il souhaite se rapprocher et se rend compte qu'hier, il est un peu allé trop loin en soutenant ses supporters, puisqu'il n'y avait pas lieu de reprendre la rencontre. Et donc là, je pense que ça va dans le bon sens, que les instances fédérales et les deux clubs soient unis, qu'il n'y ait pas de sanctions fortes pour les joueurs, puisqu'il y a eu certains joueurs aussi qui peuvent être susceptibles d'être pénalisés. Donc je pense qu'il faut qu'ils soient bienveillants dans ce sens-là. Mais par contre, sur les autres personnes qui ont mal au terrain, là, il faut vraiment sanctionner de manière à ce que ça ne se reproduise plus, quoi. ouais, mais pour terminer là-dessus, ce qui est quand même assez choquant, c'est le préfet, la Ligue, tout le monde, pendant plus d'une heure, ont débattu pour savoir si le match devrait reprendre. Et aussi choquant que ça puisse paraître, le match a repris sans les joueurs de l'Olympique de Marseille. On a cette image qui a fait le tour du monde avec le ballon posé au poteau de corner en attendant le coup de sifflet final sans les joueurs olympiens et avec les joueurs niçois sur le terrain. Est-ce que, José, pour toi, l'entendement a été dépassé en fait là? On a l'impression que plus personne n'avait de réaction adéquate à la situation. Simplement, c'était pour vous dire que le match n'était pas terminé. Bon. Et là, il va y avoir une bataille à la fois sportive et juridique. Les Niçois vont vouloir avoir victoire sur tapis vert. C'est clair comme de l'eau de roche dans les propos du président Rivière. Mais je pense que ça serait injuste. Ça serait injuste parce que le match n'est pas terminé. L'OM peut égaliser et éventuellement marquer un second but, donc gagner le match aussi. Je pense, et j'espère ne pas me tromper, enfin, si j'étais à la Ligue du football français professionnel, à la place de M. Labrune, quoique je ne serais pas trop bien à sa temps, qu'est-ce que je déciderais? Je déciderais de refaire ce match sur terrain neutre. Bon, Fabrice, on va revenir à ce qu'on aime nous, c'est-à-dire le terrain, c'est-à-dire le jeu, c'est-à-dire la réflexion tactique et technique sur ce match-là, sur OGC Nice-Marseille, qui aura duré pendant 75 minutes de jeu. La question que j'ai envie de te poser, Fabrice, comment est-ce que tu as trouvé cette équipe de l'Olympique de Marseille pendant la première mi-temps et la deuxième mi-temps? On va démarrer par la première mi-temps. J'ai envie de te poser la question. Comment tu as ressenti un peu les joueurs olympiens? Alors, en première période, on a senti tout de même qu'il y avait du mieux par rapport au match précédent face à Bordeaux. On a senti qu'il y avait envie de bien faire, mais tout de même, ça manquait quand même d'idées au niveau de l'animation. On a retrouvé toujours, ça c'est dû au système de jeu qui est mis en place et à l'animation qui est proposée sans avant-centre. Donc, c'est compliqué. Donc, on s'est créé une ou deux situations vraiment de la part d'Under où on aurait pu ouvrir le score. Mais encore une fois, ce système de jeu n'a pas permis d'étirer le bloc équipe adverse. Les deux lignes, le 4-4-2 proposé par Christophe Galtier, n'a pas été contrarié. Il n'y a pas eu de surprise mise en place par le coach Sampaoli. Donc, ça n'a pas été une période. Fabrice, est-ce que tactiquement, Sampaoli, il avait pour objectif de faire jouer Payet en faux neuf et de le faire décrocher pour aspirer l'axe central et pour lancer les ailiers et pour que ce soit je pense que c'est ce qu'ils souhaitent faire, sauf qu'on ne le voit pas sur le terrain.
encore une fois, souvent, on l'a vu un peu plus. Allez, on va dire qu'on l'a vu un tout petit peu plus avec quelques projections de Gerson, mais très peu, quoi. Je veux dire, si on avait vraiment quelqu'un qui prenait systématiquement la profondeur, même s'il ne reçoit pas le ballon sur chaque situation, ça permettrait d'étirer les lignes, puisque les deux lignes de 4 qui sont bien compactes, on a 4-5 joueurs qui se trouvent entre les lignes, mais dès qu'on parvient à les toucher, ils sont de suite pris par des prises à deux, donc ils sont contrôlés. C'est du contrôle-marquage, on appelle ça du contrôle-marquage entre les lignes, sans forcément être un marquage individuel. Donc, vraiment, ces appels en profondeur nous manquent crucialement. Là, on reprend la mi-temps à 0-0. Il y a des occasions de part et d'autre. Il pourrait y avoir Oui. un partout, il pourrait y avoir 2-2 à la mi-temps. On va dire que Marseille a la possession de balle. On a un peu plus de 65% de possession de balle. Des corners des deux côtés, allez, 50-50. Mais encore une fois, la reprise en deuxième mi-temps, très compliquée. Qu'est-ce qui peut expliquer ces reprises de mi-temps qui sont aussi complexes pour les joueurs olympiens? Là, c'est vrai que c'est inexplicable de reprendre le match de la sorte. On a senti vraiment des joueurs empruntés lors des 5 premières minutes de la seconde période. Donc, j'ai du mal à l'expliquer. J'ai du mal à En l'expliquer. effet, mine de rien, après ce but-là, on n'était pas loin du chaos, parce qu'il y avait encore 2 ou 3 opportunités niçoises, encore une fois, sur des contres où la défense se fait transpercer sur des sorties de balles dangereuses, encore une fois, sur des pertes de balles dans notre propre surface. Qu'est-ce que Sampaoli peut changer pour le prochain match face à Saint-Etienne? Ce sera encore un match différent au Vélodrome, avec l'arrivée de Lirola. Ça y est, c'est confirmé, il vient de signer un contrat de 5 ans. Qu'est-ce que Sampaoli va faire pour toi? Qu'est-ce que toi aussi tu ferais face à Saint-Etienne? Est-ce que tu modifierais ta formation? Comment est-ce que tu vois ce match face à Saint-Etienne? Alors, je pense qu'avec l'arrivée de Lirola, on ne connaît pas son état de forme, on ne vit pas au quotidien non plus avec le groupe. Donc, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense vis-à-vis du système de jeu, c'est à la volée, j'ai envie de dire, mais moi, je verrais bien un système de jeu qui mette tous les joueurs à leur poste, dans leur confort, dans leur poste de prédilection. Déjà, dans un premier temps, ça serait une bonne chose, puisqu'on voit beaucoup de joueurs qui sont dans de nouvelles fonctions. Et ça, c'est difficile parce qu'il faut qu'ils appréhendent la nouvelle tactique, la nouvelle animation que demande le coach. Donc, un attaquant, ça ne s'invente pas, quoi. C'est ça. Un attaquant reste un attaquant, faire des appels. Est-ce que émotionnellement, on va être préparé à rentrer sur le terrain et à repartir de l'avant? Parce qu'on le sent quand même, les joueurs sont très concernés quand même. On sent quand même une équipe qui est née avec Sampaoli, il ne faut pas se le cacher quand même. On sent une cohésion au sein du groupe. Mais est-ce qu'après des événements aussi dramatiques, est-ce que les joueurs peuvent être, entre guillemets, choqués et avoir du mal à se relancer au Vélodrome samedi? Non, 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 je pense qu'au contraire, ils vont avoir à cœur de montrer qu'ils sont bien présents. Ils ont fait front à Nice, donc il n'y a pas de souci. Je ne pense pas qu'ils soient touchés émotionnellement. Ce sont de grands professionnels, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème plus sur l'aspect du jeu en lui-même. D'un match à l'autre, il n'y a rien qui évolue, donc il n'y a aucune surprise pour les équipes que l'on rencontre. On sait déjà ce qui va se passer quand l'OM joue, quoi, en termes d'animation de jeu. Est-ce que ça ne vient pas du fait qu'il y a énormément de nouveaux joueurs aussi? Il faut que la mayonnaise prenne. 7 nouveaux joueurs sur le terrain. Les automatismes, ça ne se fait pas en 2 matchs. Ça, c'est une certitude. J'en avais parlé lors de l'article. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc l'animation, ça prend du temps. Mais au football de haut niveau, est-ce qu'on a du temps? Et surtout, lorsqu'on s'appelle l'OM, est-ce qu'on a du temps? On n'a pas de temps. Il faut prendre des points le plus rapidement possible. Il y a des ambitions et des objectifs élevés.
C'est une équipe qui au minimum, souhaite jouer les 5 premières places. Donc, j'ai envie de te dire, d'autres équipes peuvent se laisser le temps de mettre un projet en place, un jeu en place, mais l'OM, du temps, ils n'en ont pas, quoi. Ouais. Ton pronostic, vu que tu es très performant sur le pronostic depuis le début de saison, ton pronostic face à Saint-Etienne? Face à Saint-Etienne, je vois tout de même une belle victoire de l'OM, malgré tout. Je pense que tout le monde, peut-être que cet épisode aura soudé, comme tu l'as dit, encore plus le groupe. Et je pense qu'au Vélodrome, ils vont avoir à cœur de montrer que voilà, quoi, il faut compter sur eux cette année, que le petit accro face à Bordeaux est passé. Et voilà, cet épisode aussi niçois est derrière nous, quoi. Après, ça sera aux instances à prendre les bonnes décisions concernant ce match OM Nice, quoi. Mais On espère je qu'il y vois aura une pas belle trop victoire de de, l'OM. on espère qu'il y aura pas trop de sanctions envers cette équipe de l'Olympique de Marseille qui pour le moment n'est pas encore en plus qui a son effectif au complet. On espère retrouver les supporters au Vélodrome avec la même joie et passion que ce qu'on a eu l'opportunité de voir face à Bordeaux, malgré le résultat. Et on espère que le foot va retrouver sa place samedi à 21h pour ce match. De deux équipes quasiment les plus titrées de France. OM Saint-Etienne, c'est toujours un match à part pour les supporters stéphanois et pour les supporters marseillais. Et on espère que vous serez aussi nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube Le Méridional. On va essayer cette saison de vous apporter un petit peu un œil différent, aussi bien tactique que technique sur les matchs, sur l'avant-match, sur l'après-match. N'hésitez pas à vous abonner maximum à la chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le Méridional officiel, sur Facebook, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée, Fabrice, à toi aussi. Et espérons retrouver le sourire ce week-end, Fabrice. On l'espère tous. Merci Bilal, à très vite.